c'est ça. Ok, bah ouais, ça fonctionne, on voit que Donc c'est vert. voilà. Après, il faut activer la Nickel. webcam Ouais, aussi. ouais. Attends, avant de
Allez, c'est bon, c'est parti. Normalement, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Je demande. Alors, si tout est bon, on va commencer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si quelqu'un peut nous faire un signe, si on nous entend bien. Oui, c'est bon. Allez, impeccable. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Céline, je suis infirmière de coordination dans l'équipe de l'hospitalisation à domicile du Centre Lambera. Nous reprenons les soirées des libéraux sous la forme de webinaires pour permettre aux infirmières libérales et aux infirmiers libéraux de tout Rhône-Alpes de bénéficier du même degré d'information. Ce webinaire aujourd'hui concerne la prise en charge des drainages en hospitalisation à domicile. Il sera enregistré et disponible sur le site internet du Centre Lambera sur la page HAD qui est actuellement en restructuration. Le prochain webinaire, je vous en parle d'ores et déjà, il aura lieu le 20 septembre et il sera sur le thème de la vague thérapie. Vous allez recevoir sous le même système d'information par mail le lien pour vous connecter et le système d'invitation. Aujourd'hui, le webinaire va donc s'articuler en deux temps. Tout d'abord, l'épanchement pleural. Il sera présenté par le docteur Russia sur la partie médicale et par Madame Bergeret du laboratoire TSC sur la partie technique. Dans un deuxième temps, l'acide récidivant en cancérologie, partie médicale par le docteur Russias et la partie technique par Madame Bergeret. On fera à l'issue de ces deux temps de présentation plus formels un temps de manipulation, en tout cas via la webcam, on vous fera voir comment manipuler les deux systèmes et ce sera Monsieur Petitjean qui vous présentera cette partie-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le chat au fur et à mesure de la présentation et nous y reviendrons du coup en fin du webinaire. Voilà, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à l'hospitalisation à domicile et à ces interventions que nous vous proposons. On va patienter quelques petites minutes et on débute avec le docteur Russia. Je suis arrivé. Ouais, c'est bon. Il me dit quand il est 30. Il me dit quand il est 30, dans sa 30, c'est ça? Je ne sais plus s'il y a le système de lever la main ou si ça existe encore. Il y en a qui veulent parler en direct pour le faire à la fin. Je vais commencer.
Je vais me présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, moi je suis Bruno Occia, je suis praticien d'hospitalisation à domicile et coordonnateur responsable du département de coordination des soins externes et des interfaces, qui regroupe donc l'hospitalisation à domicile et également les soins à domicile coordonnés, une unité de gestion des entrées imprévues qui correspond à un équivalent des urgences sur le centre mais qui fonctionne comme un hôpital de jour, et un service post-urgence. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour en effet vous présenter les épanchements pleuraux et leur prise en charge, ainsi que l'acide récidivante en cancérologie et leur prise en charge à domicile dans le cadre de l'HAD. Et je vais donc commencer le propos par une présentation sur un axe plutôt médical de ce qu'est l'épanchement pleural, qui sera suivi, comme le disait Mme Clément, par une présentation plutôt technique de l'utilisation des systèmes au domicile, suivi par l'acide récidivante sur le même modèle. Oula, excusez-moi. Donc, la première partie concerne l'épanchement pleural en cancérologie. Donc, si vous ne m'entendez pas très bien, vous n'hésitez pas à faire signe sur le chat. Je parlerai plus fort, je parlerai moins fort. Enfin, vous me direz. Donc, l'épanchement pleural. Donc, pour commencer ce propos, on a trouvé important de vous reparler un petit peu de l'anatomie du poumon. Et donc, le poumon est entouré de ce qu'on appelle une plèvre, qui correspond à une double enveloppe protectrice du poumon, qui est constituée de deux couches, une collée au poumon qu'on appelle la plèvre viscérale et l'autre collée à la paroi thoracique qu'on appelle la plèvre pariétale. Ces deux feuillets glissent l'un sur l'autre pour permettre des mouvements fluides des poumons lors de la respiration. Et cet espace, normalement, est un espace vide dépourvu d'air et d'eau. Chacun de nos deux poumons est recouvert de sa plèvre et les deux côtés ne communiquent pas ensemble. Qu'est-ce que l'épanchement pleural? Alors, je vais décaler la caméra parce que sinon ça va vous couper. L'épanchement pleural, du coup, c'est une accumulation anormale de liquide dans l'espace entre les deux feuillets de la plèvre, appelée cavité pleurale. Et cet effet d'épanchement exerce une pression sur le poumon. Et comme vous le voyez sur le petit schéma à côté, je ne sais pas si j'ai la flèche, ça du coup ratatine un peu le poumon. Au niveau de la clinique, l'épanchement pleural, les symptômes cliniques que vous allez retrouver régulièrement, c'est l'essoufflement. Dans un jargon plus médical, on appelle ça la dyspnée. Il peut y avoir également les douleurs thoraciques. Cet épanchement peut s'exprimer par une toux qui n'est pas forcément productive. Ce n'est pas parce qu'on entend des petits glouglous au fond de la gorge qu'il va y avoir un épanchement pleural. Généralement, c'est plus lié à de l'œdème pulmonaire quand on entend des bruits au fond de la gorge ou dans les poumons. Vraiment, le phénomène de toux est plutôt sec. Et enfin, on peut voir de manière assez rare, mais quand l'épanchement pleural est très conséquent, une distension thoracique, voire une immobilité d'un hémithorax. Au niveau de l'auscultation, si vous avez l'envie ou vous avez un stéthoscope, vous pouvez écouter quand on vous dit qu'il y a un patient qui a un épanchement pleural, ou si vous avez le patient qui a un pleurex justement au domicile, vous verrez qu'il y a une asymétrie dans les sons. On a un affaiblissement des sons respiratoires du côté où il y a l'épanchement, autrement appelé baisse du murmure vésiculaire, ou qui peut aller jusqu'à un silence auscultatoire, autrement appelé abolition auscultatoire. On peut entendre parallèlement à ça également des frottements pleuraux qui sont plutôt perceptibles aux deux temps de la respiration, c'est-à-dire en inspiration et en expiration. Et si vous demandez à votre patient d'arrêter de respirer, eh bien, on n'entendra plus ces frottements. Ensuite, dans l'examen clinique que nous faisons régulièrement, on peut faire ce qu'on appelle une percussion, c'est-à-dire on va poser nos doigts comme ceci sur la paroi thoracique et taper avec l'autre main. Et on va entendre que du côté où il y a l'épanchement, on a ce qu'on appelle une matité déclive, c'est-à-dire qu'on va avoir le poumon étant rempli d'air à la base. Normalement, si vous tapez sur les deux poumons, vous allez entendre comme une caisse de résonance. Mais par contre, s'il y a de l'épanchement, du côté où il va y avoir l'épanchement, vous entendrez moins bien cette percussion. Et il peut y avoir ce qu'on appelle une abolition des vibrations vocales, c'est-à-dire quand vous posez les deux mains sur le thorax du patient, si vous lui demandez de dire 33, vous avez peut-être déjà entendu ça, normalement, le thorax est censé vibrer. Et du coup, ça va créer justement la vibration dans l'ensemble de la paroi thoracique.
Mais par contre, si il y a de l'épanchement, sur le côté où il y a l'épanchement, vous sentirez plus cette vibration. Au niveau de l'imagerie, l'imagerie principale pour faire le diagnostic d'un épanchement pleural est la radiographie pulmonaire simple. C'est assez visible. Normalement, le poumon, on le voit comme ça. C'est plutôt radio-opaque parce que ça correspond à du tissu parenchymateux. Et en fait, le liquide pleural va ressortir de cette manière-là. Ça va faire ce qu'on appelle une ligne concave vers le haut, qui est autrement appelée ligne de damoiseau. Le diagnostic différentiel qu'on peut avoir de l'épanchement pleural est ce qu'on appelle l'atelectasie, où là, en fait, c'est le poumon qui est bloqué au niveau d'une de ses racines souches et du coup qui va se ratatiner. Mais on peut le voir après sur la radio, quand on a un épanchement pleural, ce qui nous permet de faire la différence entre les deux, c'est le fait que la trachée, ici présente, soit déviée du côté opposé au poumon. Si elle est attirée par le poumon où il y a cet épanchement, ce sera plutôt l'atelectasie. L'autre examen que nous faisons, où nous découvrons plutôt souvent les épanchements pleuraux, c'est sur les scanners thoraciques. On voit sur le scanner ici qu'il y a un volumineux épanchement pleural et du coup, on va souvent demander une radio pulmonaire par la suite pour avoir vraiment la localisation exacte de cet épanchement et sa quantité. Enfin, ce n'est pas systématique, mais pour les premières ponctions, on pourra demander une échographie de repérage afin de voir où est clairement situé l'épanchement, d'avoir un marquage sur la paroi thoracique afin de pouvoir guider directement notre geste. Et enfin, vérifier qu'il n'y ait pas de cloisonnement, c'est-à-dire des petites cloisons qui soient créées au sein de la plèvre qui pourraient nous empêcher de faire une ponction correcte. Les épanchements pleuraux, donc ça peut être plusieurs étiologies différentes. Il y a souvent, et surtout dans le cadre de la cancérologie, la pathologie tumorale. Donc la première étiologie qu'on pourra rechercher, c'est ce qu'on appelle le mésothéliome, qui est la tumeur primitive de la plèvre et du coup, qui est souvent la tumeur aussi des patients qui ont été confrontés à l'amiante. On peut avoir des métastases pleurales, donc, notamment métastases pleurales liées à un cancer pulmonaire, mais aussi de nombreux autres cancers qui peuvent créer des métastases au niveau pleural. Et on peut également avoir des lymphomes qui, par contiguïté, c'est-à-dire par proximité avec la plèvre, les ganglions vont diffuser de la maladie au niveau de la plèvre et créer du coup ces épanchements pleuraux. Mais on peut avoir aussi de nombreuses autres étiologies à l'épanchement pleural, que sont l'infection, donc on pourra retrouver la tuberculose, des parapneumoniques, c'est-à-dire des patients qui font des pneumopathies à proximité de la plèvre et du coup l'infection va se transmettre directement au niveau de la plèvre. On peut avoir une infection directement de la plèvre, c'est ce qu'on appelle l'épanchement pleural purulent. Et après, on peut avoir des infections fongiques, donc c'est tous les champignons, ou parasitaires. D'autres étiologies possibles, ce qu'on appelle toutes les maladies systémiques, donc la polyarthrite rhumatoïde par exemple, ou le lupus érythémateux disséminé, qui sont deux maladies systémiques qu'on retrouve beaucoup dans tous les services de médecine interne. Et enfin, la sarcoïdose peut en donner, mais c'est de manière très rare. Et enfin, l'épanchement pleural peut être dû à un épanchement sous-diaphragmatique, lié à des problématiques qui se passent sous le diaphragme. Donc, le diaphragme, je ne vous l'ai pas montré au début, mais en fait, c'est ce qui délimite la paroi thoracique en bas. Et c'est un muscle qui permet la respiration, puisqu'en se contractant, en fait, il va abaisser toute la paroi thoracique. En s'abaissant, il va créer une dépression au niveau de la paroi thoracique, ce qui va enclencher l'appel d'air et déclencher la respiration. Et du coup, sous ce diaphragme, on a le foie qui, en s'inflammant, peut créer une inflammation locale et se répercuter sur la plèvre. Des abcès abdominaux également. On peut avoir toutes les inflammations de tous les organes intra-abdominaux que sont la pancréatite. On peut avoir une rupture au niveau de l'œsophage, une sclérose de varices œsophagienne ou une acide très abondante, on verra par la suite, qui remonte jusque dans la plèvre.
Enfin, une dernière cause assez classique, c'est l'insuffisance cardiaque, mais cet épanchement, pour le coup, est du coup bilatéral le plus souvent et pas unilatéral. Pour rechercher l'origine de l'épanchement, on va pratiquer ce qu'on appelle une ponction pleurale diagnostique ou exploratrice afin d'analyser le liquide. Et les analyses vont être faites, on va analyser le liquide de manière cytologique, c'est-à-dire on va rechercher s'il y a des cellules anormales dans le liquide, notamment des cellules tumorales. Cytochimique, donc on va analyser la biochimie du liquide et voir si ça correspond à ce qu'on appelle exsudat, transsudat. Je ne vous ferai pas tout le descriptif parce que c'est assez technique et ça n'a pas vraiment trop d'intérêt ici, mais ça nous permet, les exsudats sont plutôt des choses d'origine infectieuse ou inflammatoire ou cancéreuse, et le transsudat, c'est plutôt lié à l'insuffisance cardiaque, par exemple. Et enfin, on va rechercher au niveau bactériologique s'il y a des microbes ou si on explore un petit peu plus loin, on pourra chercher aussi au niveau parasitaire ou mycotique pour vérifier s'il y a quelque chose qui crée cette inflammation de la plaie. Concernant la prise en charge dans le cadre de la cancérologie, ce qui a été décrit dans les textes et ce qu'on applique en tout cas ici au Centre Léon Bérard, c'est que si le patient a une survie supérieure à 3 mois, on va faire des drainages jusqu'à l'organisation d'un talcage que je vous présenterai juste après. S'il y a une survie entre 1 et 3 mois, on va poser un drain pleural type Pleurix. Et si la survie est inférieure à 1 mois, on fera soit des ponctions pleurales itératives, soit on peut également discuter la pose du Pleurex pour éviter les allers-retours aux patients. Donc, concernant le talcage, le principe, c'est que c'est une technique de soudure. On va créer, entre guillemets, une symphyse pleurale ou une pleurodèse, c'est-à-dire qu'on va coller les 2 feuillets de la plèvre par pulvérisation de talc dans la cavité pleurale. Son indication principale, c'est pour l'épanchement pleural liquidien récidivant, notamment dans le cadre de la cancérologie, donc dit néoplasique. Mais on peut également le retrouver dans les pneumothorax récidivants afin de coller les deux feuillets et de faire en sorte qu'ils ne bougent plus et que du coup, le patient puisse respirer convenablement. Les modalités du talcage, ça se fait par pleuroscopie. Donc, on va aller mettre une caméra dans la plèvre et ensuite, l'opérateur va placer un drain, il va le mettre en place. Et après, par ce drain, il va injecter du talc stérile qui va projeter sur la plèvre pariétale. Et après, par effet irritant sur la plaie, ça va créer une cicatrisation lorsque les deux feuillets vont être au contact l'un de l'autre, créant ainsi une soudure qui empêchera la récidive. Concernant la ponction évacuatrice, donc c'est une technique qu'on fait dans le cadre hospitalier. Le patient est du coup sur son lit, son brancard, enfin l'endroit où il peut s'asseoir convenablement. Il est assis au bord du lit, le dos courbé. Souvent, on dit qu'il faut mettre les bras sur une petite tablette, comme ça, ils sont bien installés. On arrive avec notre aiguille ou notre kit, le vide à la main. C'est-à-dire vraiment, c'est une ponction qui se fait sous vide, parce que comme je vous l'ai dit, la cavité pleurale est normalement une cavité vide, enfin une cavité où il n'y a pas ni d'air ni d'eau. Et du coup, si on arrive et qu'on n'est pas sous vide, le risque, c'est qu'on fasse rentrer de l'eau et qu'on transforme la pleurésie ou l'épanchement pleural en pneumothorax, c'est-à-dire de l'air dans la cavité pleurale. Il faut viser le bord supérieur de la côte inférieure. Je vous montrerai, il y a un petit schéma juste après pour voir exactement où est-ce qu'on positionne notre aiguille. Et tout ça, c'est parce qu'il y a le paquet vasculo-nerveux qui se situe juste sous les côtes. Il faut ponctionner en pleine matité. Si on ponctionne et qu'on entend beaucoup de bruit, c'est qu'on va généralement piquer le poumon. Et après, le repère, c'est deuxième espace intercostal sous la pointe de l'omoplate, dans la pointe de l'omoplate, ou environ 3 travers de doigts sous la pointe de l'omoplate. Les complications qu'on peut avoir avec ce geste, c'est la douleur. En effet, il y a une bonne anesthésie à faire. On peut en utiliser une par patch EMLA associée à une sous-cute. On peut également le faire sous Calinox. Le risque également, c'est que vu que c'est un geste qui peut beaucoup angoisser, il nous arrive de voir des malaises vagaux.
La complication la plus importante et qu'on recherche systématiquement à la fin du geste, c'est le pneumothorax et ou l'hémothorax si on n'a pas fait attention que le patient avait peut-être un traitement anticoagulant ou des troubles de la coagulation. Une plaie du foie, je ne l'ai jamais vue. Après, il faut viser vraiment très bas, ou de la rate et des infections rares. On peut également faire la ponction sous échographie si on n'est pas très sûr de notre geste, si l'épanchement est vraiment très faible ou si on a vu sur les imageries type scanner qu'il y avait des cloisonnements. Et on vérifie, comme je vous le disais, régulièrement l'hémostase. Et enfin, systématiquement, on fait une radio du thorax après la ponction pour vérifier qu'il n'y a pas eu de complications. L'épanchement pleural, la ponction évacuatrice, donc comme je vous le disais, la zone d'insertion, c'est le rebord supérieur de la côte inférieure, environ 3 travers de doigts sous la pointe de l'omoplate, et on pique en pleine matité, ce qui fait que du coup, normalement, on est censé arriver en plein milieu. Là, c'est une autre manière de vous le montrer. Donc, vous voyez le rebord sud de la côte inférieure. Ça, c'est le dispositif qu'on utilise justement pour faire les ponctions évacuatrices. Et enfin, la dernière technique, là, justement, comme on vous le disait suivant les indications, c'est la pose du drain pleural type Pleurix, donc qui nécessite une intervention chirurgicale en ambulatoire sans nécessité d'être à jeun. La pose du drain se fait au bloc opératoire sous anesthésie locale par un chirurgien, avec une radiographie de contrôle avant la sortie, et il y a des points de suture résorbables pour fixer le drain avant la sortie. Sa prise en charge en HAD, donc l'HAD est obligatoire car cela rentre dans un cadre réglementaire avec des soins protocolisés sur prescription médicale, une sécurisation du geste avec des protocoles qu'on vous donne avec le classeur de l'HAD pour bien suivre, surveiller le geste et le patient, une traçabilité obligatoire sur le classeur de l'HAD. Ça permet également une délivrance du matériel et vous avez également, grâce à cela, une astreinte médicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'ordonnance protocolisée qui a été revue dernièrement par Madame Clément et l'équipe de l'HAD, que vous devez connaître si vous avez déjà travaillé avec nous sur le Pleurix que je vous ai mis dans ce diaporama. Je ne vous la relirai pas complètement, mais dans l'idée principale, c'est qu'à la sortie, le patient a un drainage tous les 2 jours, sans dépasser 500 ml par recueil. Il faut une réévaluation auprès du médecin coordonnateur d'HAD après les 3 premiers drainages à domicile. Et bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit, que le patient tousse, qu'il a une douleur thoracique à type d'oppression, il faut arrêter le drainage et appeler le médecin de l'HAD. Les avantages, c'est qu'il n'y a aucune hospitalisation nécessaire, hormis le jour où il faut poser le Pleurix. Ça diminue les venues aux urgences. Le drainage peut se faire directement à domicile. On peut contrôler les symptômes de manière précoce. Le risque, c'est qu'il y a une symphyse pleurale fréquente qui se mette en place. On peut l'utiliser pour une période prolongée. Il y a quand même peu de complications et ça améliore considérablement la qualité de vie de nos patients. Le coût du cathéter et des flacons reste cependant élevé, mais inférieur à une hospitalisation. Voilà du coup le dispositif qui va vous être présenté par la suite par mon collègue ici présent. Les complications du Pleurex, c'est la cellulite, mais qui répond normalement aux antibiotiques et le cathéter peut rester en place. L'obstruction, une invasion tumorale du site de cathéter et ou une surinfection de la plèvre. Je vous laisse la parole. Oui. Après le passage, quelle peut être la gêne respiratoire? Alors, ça peut créer de la douleur. La gêne respiratoire, elle est assez peu fréquente, mais généralement, il faut se laisser, ce qu'on dit souvent aux patients, c'est qu'il faut laisser une quinzaine de jours de voir un peu comment évolue la gêne. Si elle est vraiment persistante, il faut revoir le chirurgien et puis refaire des imageries pour voir s'il n'y a pas un nouvel épanchement qui s'est reformé. Je ne sais pas si ça a bien répondu à la question. Alors, du coup, je vous mets votre diaporama du coup. C'est celui-là? Ouais, je vais mettre en mode.
Comment j'arrive pas. J'arrive pas à arriver. Juste le baisser là, baisser ici. Celui-là? Ouais. Et en fait, c'est juste là les deux traits. Voilà. Et là, vous êtes parfait, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Laure Bergeret. Je suis la responsable de gamme en charge du drainage et donc du Pleurix pour la société The Surgical Company. Donc, je vais vous présenter maintenant l'aspect technique. Enfin, je vais aborder donc une démonstration sur le dispositif utilisé pour faire le drainage. Donc, dans cette première partie, on va être sur le drainage donc, de l'épanchement pleural qu'on voit ici. Donc, le drainage qui va se faire avec une bouteille sous vide qui va être connectée au cathéter via une connectique particulière. Donc, comme on a déjà évoqué, donc, le but de ce système, c'est d'évacuer les liquides, que ce soit pour un épanchement pleural ou dans le cadre d'acide, de pallier en fait à tous les symptômes qui vont pouvoir être associés à cet épanchement et pouvoir permettre aussi une pleurodèse. Mais on va surtout améliorer la qualité de vie du patient puisqu'on va diminuer de façon importante sa douleur et pouvoir faire des drainages qui sont plus réguliers que les ponctions itératives. Et bien entendu, lui permettre en fait d'être traité à domicile pour sa pathologie. Juste pour vous présenter le cathéter, à quoi il ressemble, en fait, ce cathéter, il va y avoir une partie qui va être interne, donc à l'intérieur du patient, et la partie externe, que vous avez pu voir donc, sur la photo. Dans la partie interne, on va avoir toutes les perforations donc, qui vont permettre le drainage du liquide. On va avoir une partie qui va être tunnelisée sous la peau et un petit manchon ici, qui est un manchon blanc, qui va être à l'intérieur du patient, mais vraiment à la limite en fait, de l'incision et de la suture, et qui va permettre, en fait, qui va être colonisé par le tissu et qui va permettre de faire une barrière et de maintenir aussi le cathéter en place. Donc, sur les caractéristiques du cathéter, c'est un cathéter qui est entièrement radio-opaque et en fait, il y a une valve au niveau de l'embout. Vous le verrez, on vous montrera cette valve quand on fera la démonstration. En fait, c'est une valve, si rien n'est connecté au cathéter, cette valve est d'office fermée et empêche à la fois la sortie ou l'entrée de liquide. Le Pleurix va avoir un capuchon, mais ce n'est pas un capuchon qui va fermer la valve, c'est juste un capuchon qui va venir protéger le cathéter. Donc, on peut imaginer que même si ce cathéter n'avait pas de bouchon, il serait quand même fermé, il serait quand même protégé. Quand on va venir clipser la connectique, la valve va s'ouvrir et va permettre en fait la sortie de liquide du patient. Et voici donc ici le manchon qui permet la colonisation du tissu et le maintien du cathéter. Au niveau du kit, donc, qui va permettre le drainage des épanchements. Donc, quand on va être sur un épanchement pleural, on va venir drainer le liquide avec une bouteille qui est ici, qui va exister soit en contenance de 500 ml, soit en contenance d'1 litre, et qui va être une bouteille en fait qui est sous vide. Donc, quand on va venir drainer le patient, il y a une aspiration qui va être créée pour venir faciliter en fait le drainage et la sortie du liquide. Donc, dans cette bouteille qui est déjà en fait prémontée avec la ligne, on va retrouver donc ce système de recueil. On va avoir la ligne qui va être reliée à la connectique, à l'embout qui va venir se fixer sur la valve du cathéter. Et on va avoir un clan à roulette, donc qui va permettre de pouvoir venir en fait réguler le débit au cours du drainage si le patient a des douleurs, ou même pour le début du drainage pour éviter que ce soit trop violent, on peut venir en fait réguler le débit grâce à ce clan. Donc la bouteille est sous pression négative, ce que je vous disais. Donc c'est un système clos puisque quand vous l'ouvrez, en fait, tout est déjà connecté, vous n'avez rien à connecter. Il y a une sécurité ici qui est clipsée ici et qui empêche que la bouteille soit percutée et que le vide soit évacué avant l'utilisation. En plus de cette bouteille de recueil, vous allez trouver un set de soins, un kit, dans lequel vous allez avoir tout le nécessaire pour pouvoir venir refaire le pansement à la fin du drainage. Donc, c'est un kit complet dans lequel vous allez retrouver le champ de table pour disposer vos dispositifs de façon stérile, les gants, les tampons alcool, un clan d'urgence, donc je vous expliquerai à quoi ça sert, un bouchon pour la fin du drainage et les 3 pansements à venir disposer pour refaire le pansement final.
Caractéristiques principales, on va dire, sur ce drainage. Donc, ici, on a la connectique entre la valve. Ici, c'est la partie cathéter et ici, c'est la partie bouteille. Donc, on vient clipser, juste clipser. Il n'y a pas de connexion en lueur lock, il n'y a pas d'autre connexion. On vient juste clipser, en fait, cette connectique dans la valve. On entend un petit clic qui se déclenche. Et ça permet que si jamais on tire sur le cathéter, on tire sur la ligne, la bouteille tombe, etc., différentes contraintes qu'on peut avoir à domicile, ça va permettre justement de pouvoir déconnecter sans tirer sur le cathéter et sans avoir de risque que le cathéter se déloge ou soit arraché. On va avoir le clan à roulette qui va permettre de venir réguler le débit. Et donc, c'est un drainage qui est actif puisqu'on a une pression qui est exercée et on est en système clos. Donc, ici, c'est les étapes donc, pour le pansement, donc avec tous les dispositifs qui permettent de refaire le pansement. On vous montrera un peu tous ces gestes, tout ce protocole quand on fera la vidéo de présentation. Juste pour vous dire de manière globale, mais bien sûr, ça c'est un type de protocole, mais toujours vous fiez donc au protocole de l'HAD qui a été établi, notamment avec la quantité à drainer et les différentes étapes à respecter. Donc, bien sûr, la première étape, ça va être d'enlever le pansement qui est existant, ensuite de disposer tous les dispositifs sur le champ de soins et surtout de faire attention à la connectique de la bouteille puisqu'on travaille en milieu, enfin avec tout ce qui est stérile, pardon. Donc, bien faire attention à ce que cette connectique soit déposée sur le champ de soins en fait, pour permettre de la garder stérile jusqu'à la connexion au niveau de la valve. Une précaution au niveau du protocole, c'est avant de commencer et de connecter au patient, de toujours s'assurer que le clan à roulette soit en position fermée, qui va permettre que si jamais on perce la bouteille pour faire le vide, on évite de le perdre sans avoir été connecté en fait au patient. Donc, on s'assure d'abord que ce soit fermé, on vient connecter, on vient enlever le bouchon, pardon, puisque le cathéter était déjà en place. On vient nettoyer et on vient connecter. Ici, donc, pour faire le vide de la bouteille, on vient enlever l'opercule, on vient percuter. Et une fois que tout est en place, patient connecté, on a fait le vide, on peut venir ouvrir le clan à roulette, l'ouvrir petit à petit pour commencer le drainage. À la fin du drainage, c'est très simple, on a juste à déclipser, à nettoyer et à repositionner le nouveau bouchon. Et ensuite, toutes les étapes classiques de réfection d'un pansement avec la plaque de mousse, on vous montrera les différents composants, le cathéter qui est enroulé un peu en escargot, les compresses et le pansement transparent Tegaderm. Donc, à la fin du soin, bien noter la quantité de volume qui a été drainé, vérifier les constantes du patient et donc jeter tout le matériel souillé et vous référer à tout ce qui est noté sur votre fiche de l'HAD. Je vous parlerai donc du Peritix après. Je fais quand même un point sur les différents accessoires qui sont disponibles. Vous avez le bouchon qui peut être disponible en satellite. Si jamais il y a un souci, vous pouvez avoir le dispositif en satellite. Et ensuite aussi un kit d'accès qui permet en fait de venir flusher, de venir rincer le cathéter si vous pensez qu'il peut être bouché. Vous utilisez ce kit d'accès qui est juste une connectique qui vient sur la valve et sur une seringue en lueur lock. Et on vient rincer le cathéter pour le déboucher, ou ça peut servir aussi à faire des prélèvements pour des analyses du liquide. Quelques petites consignes, donc bien sûr ne pas modifier la fréquence du drainage ou tout ce qui a été identifié dans la prescription, tout ce qui a été noté dans la prescription. En ce qui concerne le fabricant, ne pas drainer plus de 1 litre au niveau des épanchements pleuraux et 2 litres pour les acides. Lorsque vous drainez 3 fois de suite du liquide avec une quantité inférieure à 50 ml, là, vous pouvez vous poser la question, soit peut-être que le cathéter est bouché. Dans ce cas-là, utilisez le kit d'accès, soit ça veut dire que finalement, il n'y a plus rien à drainer. Donc, se référer toujours au médecin pour voir la procédure à adapter. Et bien sûr, le cathéter, il peut rester en place tant que le patient en a besoin. Toujours surveiller, mais comme pour n'importe quel cathéter, que ce soit une voie centrale ou le cathéter pleuriste, quand le cathéter est mis en place, qu'il n'y ait pas de rougeur, qu'il n'y ait pas de signes de gonflement, d'œdème, de fièvre. Voilà, vérifier tous ces critères-là.
vérifier l'aspect du liquide et vérifier bien sûr le manchon dont je vous ai parlé, vérifier qu'il est bien en place et qu'il n'est pas exposé. Les douches sont possibles avec le cathéter. Et donc, le plan d'urgence qui est présent dans le set de soins peut vous servir si, par exemple, vous voyez que le cathéter a une fissure ou que la valve se défait au bout, ce qui est quand même très rare. Mais pour sécuriser, puisqu'il n'y a pas de clan en fait sur le cathéter lui-même, vous placez le clan d'urgence. Et donc, si jamais vous pensez que le cathéter est obstrué, on peut utiliser le kit d'accès. Donc, c'est un drainage qui est intermittent et donc toujours utiliser le dispositif Pleurix avec la valve Pleurix puisque ce sont les systèmes qui sont le plus adaptés. Voilà. C'était là. Super. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, toujours, si vous en avez. On répondra volontiers à l'ensemble à la fin de toutes les présentations. Alors, donc on va enchaîner avec l'acide récidivante en cancérologie. Alors, l'acide, donc là, je vous présente dans un premier temps la cavité abdominale. Donc, c'est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, tout ce qui se passe sous le diaphragme et qui englobe l'ensemble des organes digestifs, un certain nombre de glandes. Donc, après, vous avez dans cette cavité abdominale une enveloppe dans le même principe que la plèvre qui s'appelle le péritoine. Donc, c'est une membrane qui tapisse la cavité abdominale et les viscères, qui est constituée de deux feuillets également, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Et ce qu'on appelle le méso, c'est la rencontre entre les deux feuillets où il se passe la vascularisation. Vous avez au niveau de la cavité abdominale les organes dits intrapéritonéaux, donc c'est l'ensemble du tube digestif plus les glandes annexes. Les organes extra-pyramidaux, au niveau du rétropéritoine, vous avez notamment l'appareil urinaire, les glandes surrénales, et des vaisseaux, l'aorte, veine cave et des vaisseaux lymphatiques. Vous avez également certains organes qui sont intra- et extra-péritonéaux. L'acide récidivante, c'est donc un épanchement de liquide ou accumulation de liquide dans la cavité péritonéale, c'est-à-dire à l'intérieur de la membrane qui entoure les viscères abdominaux. Normalement, il peut y avoir un petit peu d'eau dans cette cavité, mais en petite quantité. Et lorsqu'elle devient abondante, on parle d'acide. L'acide récidivante, c'est plus de 3 poussées d'acide en un an. Au niveau de la clinique, ce qu'on voit souvent, c'est une distension abdominale. Les patients, vous allez voir, j'ai mis des photos derrière. Les patients ont vraiment le ventre gonflé. Il peut y avoir une circulation veineuse collatérale qui se met en place. Il peut y avoir également le nombril qui sort un peu à la manière d'une femme enceinte en fin de grossesse. Vous avez une prise de poids. C'est pour ça qu'on demande souvent aux patients ou aux infirmiers de surveiller le poids chez des patients qui ont des pathologies intra-abdominales ou qui ont des métastases au niveau abdominal, parce que du coup, la prise de poids va nous dire si ce gonflement peut être dû à de l'eau ou pas. On demande également de surveiller le périmètre abdominal. Une augmentation du périmètre abdominal de manière assez rapide est souvent un signe d'acide en train de se former. Vous avez également les nausées, vomissements. Donc ça, c'est par effet mécanique. On va dire que quand le ventre il est rempli d'eau, il appuie sur l'ensemble des viscères et du coup l'estomac. Et en appuyant sur l'estomac, ça crée des remontées et des nausées, vomissements. Par effet de gravité, ça peut engendrer des œdèmes au niveau des jambes et des chevilles. Donc chez les patients qui ont une acide très importante, vous verrez, ils ont souvent les bourses chez les hommes bien gonflées et les jambes et les chevilles bien gonflées également, qu'on appelle l'œdème. Vous avez, parallèlement à tout ça, ça va avec les nausées, vomissements, des troubles digestifs à type de brûlure gastrique ou de la perte d'appétit. Et enfin, comme je vous en ai parlé lors de la présentation de l'épanchement pleural, ça peut engendrer de la dyspnée, soit par contiguïté de l'épanchement qui devient un épanchement pleural concomitant,
soit par le fait que vu qu'il y a plein d'eau dans l'abdomen, le diaphragme, donc notre fameux muscle de la respiration, ne peut plus s'abaisser correctement et du coup, les patients ont du mal à respirer correctement. Voilà donc les photos un peu plus extrêmes, dirons-nous, mais qu'on voit d'acites importantes. Donc, comme vous le voyez, il y a une forte distension de l'abdomen, la peau se retrouve amincie. Vous avez, je ne sais pas si c'est très visible, mais une circulation veineuse collatérale qui se crée. Donc, c'est vraiment, on a plein de vaisseaux qui sont visibles au niveau de l'abdomen. Et ça, c'est dû à des circulations vraiment qui se créent du fait de cette gêne du passage du fait de l'écrasement par l'eau. Et là, vous avez également l'ombilique, je ne me rappelle plus son nom, c'est ça, oui, qui ressort. Au niveau de la clinique, donc, comme tout examen clinique, on fait de l'observation, de la percussion, de la palpation. À la percussion, on a ce qu'on appelle une matité déclive, c'est-à-dire que normalement, quand on tape, ce qu'on fait souvent, c'est on tape sur l'estomac. L'estomac étant rempli d'air, enfin, ayant un petit peu d'air sur sa partie supérieure, vous allez entendre que ça fait un bruit comme un tympanisme, comme une caisse de résonance. Et quand vous allez taper sur le reste de l'abdomen, vous allez entendre que c'est des bruits sourds qui sont plutôt d'allure hydrique à limite supérieure, c'est-à-dire c'est plutôt logé vers le bas et vers le bas de la gravité, c'est-à-dire allongé, c'est plus sur les côtés. Et vous, normalement, si vous tapez sur votre abdomen là, chez vous, vous verrez que vous entendez quand même que ça fait des bruits. C'est parce que l'ensemble du tube digestif a de l'air, est composé d'air, et donc du coup, vous entendez ce tympanisme. Deux signes qu'on retrouve chez les patients qui ont de l'acide, qui sont le signe du flot. Donc, c'est la transmission, je vous ai mis le mot tel que c'est décrit, mais je vais vous l'expliquer, d'une cheek node donnée dans un flanc et perçue dans le flanc opposé par la main posée à plat de l'examinateur. En d'autres termes, vous posez votre main, vous pincez fort d'un côté, vous allez voir, ça va vous faire une onde de choc qui va passer d'un côté à l'autre. Et si vous gardez la main de l'autre côté, vous allez voir cette onde qui va passer d'un côté à l'autre. Le signe du glaçon, c'est on va faire une percussion sur l'abdomen et en fait, on va sentir les organes intra-abdominaux. Donc, ça peut être le foie le plus souvent, mais ça peut également être la rate ou ça peut être la splénomégalie, c'est la rate, ou une tumeur abdominale qui va en fait rebondir sur l'avant de l'abdomen. Du coup, vous allez voir comme une espèce de glaçon qui ressort de l'eau. Quand vous faites un cocktail, si vous mettez des glaçons, vous verrez, si vous tapotez dans le cocktail, il remonte. Et ben, ça fait un peu le même principe. À l'auscultation, on n'a pas beaucoup, on le fait l'auscultation, mais c'est vraiment très rare qu'on entende quelque chose avec l'acide. On a une baisse des bruits hydroaériques. Au niveau de l'imagerie, alors l'acide est plutôt un diagnostic clinique, comme vous le voyez sur les quelques photos que j'ai mis ici, ça se voit. On ne le voit pas tout le temps comme ça, mais quand même, quand quelqu'un a de l'acide, on le voit cliniquement. Il n'y a pas forcément besoin d'une imagerie complémentaire, mais il nous arrive régulièrement de demander ce qu'on appelle une échographie de repérage, notamment pour la première, afin de bien repérer où est-ce que l'acide est la plus importante et de voir un petit peu ce qui se passe dans l'abdomen qui pourrait créer cet acide. Le scanner abdominal, lui, son objectif principal est la recherche étiologique, c'est-à-dire voir vraiment qu'est-ce qui crée cet acide. Donc, on va voir, par exemple, on verra après de la carcinose péritonéale, des problèmes au niveau du foie. Donc, les diagnostics étiologiques, on peut avoir une acide dite néoplasique, donc soit directement liée à une tumeur du péritoine, dite tumeur primitive, où son nom c'est le mésothélium, ou plutôt tumeur secondaire, donc métastatique, et c'est ce qu'on appelle la carcinose péritonéale. Mais il y a beaucoup d'autres diagnostics étiologiques, que sont l'hypertension portale, notamment chez les patients cirrhotiques. Nous pouvons avoir des acides infectieux, notamment dans la tuberculose ou dans des infections intra-abdominales et péritonéales. L'acide pancréatique, l'acide par maladie cardiaque, avec l'insuffisance cardiaque droite et la péricardite constrictive. On peut avoir une acide chileuse ou on peut retrouver de l'acide dans les tableaux qu'on appelle anasarque. Donc, l'anasarque, c'est quand on a de l'eau partout dans le corps, autant dans le ventre que dans les poumons, qu'au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Le cas le plus souvent où on peut avoir des anasarques, c'est chez des patients dénutris
qui ont du coup plus du tout de protéines et d'albumine, et du coup, toute l'eau se déverse dans l'ensemble du corps. Donc, l'acide récidivante recherche de l'origine. Donc, on va le faire comme pour la ponction pleurale par une ponction d'acide diagnostique exploratrice afin d'envoyer en analyse. Cette ponction est réalisée de façon aseptique, en pleine matité, de préférence à gauche. À gauche, car en fait, à droite, on a souvent les tubes digestifs qui repassent vers l'avant. Et du coup, on va aller chercher, je vous montrerai sur le schéma après, plutôt le côté gauche parce que anatomiquement, le tube digestif se termine par l'anus. Donc, du coup, l'anus, le rectum, c'est plus tiré vers l'arrière. Donc, du coup, les organes digestifs à gauche sont plus vers l'arrière. C'est un peu l'explication du pourquoi on le fait préférentiellement à gauche. Mais c'est pour ça également qu'on demande souvent pour la première de faire une échographie de repérage, car il peut y en avoir plus à droite et du coup, il nous faut le repère pour ne pas aller piquer à une viscère. Et ensuite, le liquide recueilli est envoyé en analyse cytologique afin de rechercher des cellules anormales type tumorale, en cytochimie afin de rechercher la composition biochimique du liquide, et enfin, regarder si c'est de l'exsudat ou du transsudat, et enfin en analyse bactériologique. Donc la ponction, comme je vous le disais, elle se fait au niveau du tiers externe entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure. Donc c'est une partie de l'os coxal, donc de notre hanche. C'est la partie avant de notre hanche. Et du coup, on va couper ce segment entre cette épine et l'ombilic en trois, et c'est le tiers externe ou les deux tiers internes. Bien sûr, en pleine matité. Si vous entendez des bruits, c'est que vous n'êtes pas au niveau du liquide. Et là, ce que vous montre ce schéma également, c'est que si vous tapez, comme je vous le disais au début, au niveau de l'estomac, normalement, vous êtes censé entendre une sonorité. S'il y a vraiment beaucoup d'acide, vous ne l'entendrez pas. Mais en tout cas, de manière, s'il y a une acide de moyenne abondance, vous pouvez entendre la pleine matité sur les côtés et une sonorité au niveau gastrique. La prise en charge, elle dépend du projet de vie du patient. Je vous ai mis ça à titre indicatif. Il n'y a aucune recommandation réelle vraiment dessus. C'est un peu au cas par cas, on le discute. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a une survie, j'ai mis supérieur à un mois, mais ça pourrait être même supérieur à 3 mois, le plus important avant de penser le péritix, c'est de traiter la cause. Par de la chimiothérapie en cancérologie. J'ai mis transplantation dans le cas des cirrhoses très évoluées et également faire des ponctions évacuatrices. Quand on est dans une prise en charge plutôt palliative, c'est là où on discute la pose du péritix parce qu'on va être dans une recherche du confort du patient, de lui éviter les allers-retours à l'hôpital, de lui éviter d'avoir des ponctions d'acide trop régulières. Et généralement, dans la prise en charge palliative, vu qu'il y a moins de traitements actifs contre la maladie, notamment en cancérologie, l'acide ne va pas partir toute seule. Donc, du coup, il faut qu'on l'évacue et c'est pour ça qu'on discute la pose de ce type de dispositif. Donc, la pose du drap abdominal type péritix, comme pour le pleurex, c'est une intervention chirurgicale en ambulatoire qui ne nécessite pas forcément d'être à jeun. La pose du drap se fait au bloc opératoire sous anesthésie locale par un chirurgien ou un radiologue interventionnel au sein du centre Léon Bérard. Après, ça dépend de chaque équipe, de chaque centre. Point de suture résorbable pour fixer le drain et on fait une radiographie ou une échographie de contrôle avant la sortie pour vérifier que notre drain est bien en place. Comme pour le pleurex, c'est une prise en charge en HAD pour répondre au cadre réglementaire avec un soin protocolisé sur prescription médicale, une sécurisation du geste avec une surveillance du geste et du patient, une traçabilité obligatoire sur le classeur de l'HAD. Cela permet une délivrance du matériel et un accès à une astreinte médicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'ordonnance protocolisée, qui est l'ordonnance que nous remettons à chaque patient dans leur classeur pour la surveillance du drain, est celle-ci. Et les points importants, c'est également un drainage tous les 10 jours en évacuant un volume d'environ 2 litres par recueil. Après, c'est toujours discutable avec le médecin coordonnateur, donc il ne faut pas hésiter à l'appeler si vous voyez que le patient, vous lui faites 2 litres tous les 2 jours et qu'en fait, il a un ventre qui est toujours
en train de gonfler de manière exponentielle, on peut aller à plus, mais c'est sous validation médicale. Vous arrivez d'aller jusqu'à 6 litres tous les 2 jours. Mais il faut bien le valider avec le médecin et que le médecin vous l'écrive noir sur blanc quelque part pour que vous en soyez sûr. Et il faut également une réévaluation auprès du médecin coordonnateur d'HAD après les 3 premiers drainages à domicile pour vérifier la récupération du patient, comment se sent le patient. Il faut également surveiller un peu le poids, le pouls, la tension, la température, tous les paramètres habituels, mais que vous surveillez généralement très bien. Les avantages, aucune hospitalisation nécessaire, diminution des venues aux urgences. Le drainage se fait à domicile. Il est utilisable pour une période prolongée et ça améliore considérablement la qualité de vie de nos patients. Le coût du cathéter et des poches reste également élevé, mais néanmoins inférieur à une hospitalisation conventionnelle. Et il y a peu de complications qui sont les mêmes que pour le Pleurex, c'est-à-dire la cellulite qui répond normalement aux antibiotiques et le cathéter peut rester en place, l'obstruction, le cloisonnement, l'invasion tumorale du site de cathéter et enfin la surinfection. Et je laisse mes collègues vous présenter l'aspect technique. Merci, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y répond après. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous présenter la partie plus technique sur en tout cas, vous présenter les dispositifs cette fois-ci pour le drainage des ascites. Donc, juste pour vous présenter le cathéter, ça va être très similaire à ce qu'on va avoir au niveau pleural, sauf qu'en fait, on va être sur un cathéter qui est plus long, notamment sur la partie tunnélisée. On va avoir quelque chose de plus long, mais on va quand même retrouver donc, la partie avec les perforations pour le drainage, la partie tunnélisée et le manchon qui va permettre de maintenir le cathéter en place. C'est le même système de valve au niveau pleural qu'au niveau péritonéal. Donc, on va avoir le même système de connectique entre les deux. Au niveau des dispositifs, donc cette fois-ci, on va être sur une poche donc, qui s'appelle le Péritix, mais on est toujours en système clos où on va avoir la ligne qui est prémontée donc avec un clan à roulette et toujours la même connectique qui va venir au niveau de la valve. Et on va retrouver également le set de soins avec tous les dispositifs qui vont permettre de refaire le pansement et le bouchon et le plan d'urgence. Au niveau du protocole de soins, donc, toujours vous référer au protocole qui vous a été donné par l'HAD, mais vous allez retrouver les mêmes étapes qui est le retrait, bien sûr, du pansement existant, le placement des dispositifs. Donc, cette fois-ci, la poche, en fait, on va être sur une poche qui va fonctionner par gravité. Il n'y a pas de pression au niveau de la poche. C'est une simple poche de recueil. Pourquoi pas sous gravité? Parce qu'au niveau des acides, il y a déjà une pression en fait, au niveau de l'abdomen qui ne nécessite pas d'avoir un système de recueil qui soit sous pression et qui va permettre en fait, le recueil des liquides. Donc ensuite, vous disposez les dispositifs. Toujours pareil comme pour le pleural, en fait, toujours fermer le clan à roulette avant de connecter pour s'assurer que tout sera clos. Connecter, enlever votre protection du système de recueil, retirer votre capuchon, désinfecter et connecter la poche au cathéter. Donc, la poche, la connexion, c'est exactement la même. C'est la même valve qui va venir s'ouvrir en fait, dès que la connectique va rentrer dans le cathéter et qui se fermera automatiquement si jamais il y a des connexions de la ligne et du cathéter. La poche, elle est donc positionnée en déclive par rapport au patient pour pouvoir drainer par gravité. Une fois que tout le système est installé, vous pouvez commencer le drainage et ouvrir petit à petit le clan à roulette. À la déconnexion, c'est exactement comme pour le pleural. Vous venez déconnecter, nettoyer la valve et replacer le bouchon de protection. Et ensuite, on vient refaire le pansement autour du cathéter. Les accessoires sont exactement les mêmes
entre le pleural et le péritonéal. Vous pouvez utiliser les mêmes accessoires et les recommandations restent les mêmes qu'en pleural. Bon, maintenant, on va passer à la vidéo. On va vous présenter en fait les différentes étapes de mise en place du dispositif. Oui, il est très cool. Il est très très cool. Je vais te tenir. Non, il se déroule. Non, ça se déroule pas plus. Non, ça se déroule pas plus. Non. Effectivement, on va vous montrer la technique de drainage avec les deux dispositifs. Donc, soit le système de bouteille sous vide dans le cas d'un Pleurix en pleural, soit le cas d'un système par déclive avec les poches pour le Péritix, pour le montage en soude diaphragmatique. Donc, des deux manières, de toute façon, la technique sera la même. Quand vous arriverez sous le patient, vous aurez un pansement qui sera en place. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le técaderme, retirer la mousse. Notre cathéter pleurique se trouve ici, avec la compression endue. Donc, on va vérifier qu'il n'y ait pas de rougeur au niveau du site d'insertion. Et dans ce cas-là, on va pouvoir procéder au drainage. Alors, par exemple, je vais commencer avec là. Supposons que c'est un drain pleural. Donc, je prends un demi-kit pleuro que je vais ouvrir. À l'intérieur se trouve une bouteille de drainage solide ainsi qu'un set de soins. Voilà. Donc, je continue. Le set de soins, c'est le même dans les deux kits. Que ce soit les systèmes solides ou le système de poche, ce sera la même chose. Donc, à l'intérieur du set de soins, je vais avoir le técaderme ainsi que mon set de soins que je vais ouvrir comme ceci. Et à l'intérieur de ce set de soins, je vais avoir une paire de gants que je vais mettre avec un manche retourné. Le capuchon, le bouchon de valve, se situe là, de rechange. Un plan d'urgence, 3 lingettes alcoolisées et des compresses tressées et une compresse fendue qui vont permettre de refaire le pansement par la suite. Au niveau de la bouteille, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'adhésif de transport et le poser sur le coin du champ. Voilà comme ceci. Donc là, on va pouvoir procéder au drainage. Donc effectivement, première des choses à faire, c'est de refermer le clan pour éviter le perte de vide quand on va percuter la bouteille. Je vais ouvrir mes lingettes alcoolisées que je vais poser sur mon champ de table. Voilà. Ensuite, je vais aller sur le cathéter que je vais ouvrir. Je vais utiliser une des lingettes alcoolisées pour nettoyer l'extérieur du cathéter. Donc, on ne fait pas des couvillons à l'intérieur, on nettoie juste l'extérieur du cathéter. Je vais par la suite utiliser ma bouteille que je vais venir connecter comme ceci. Donc, en fait, vous allez sentir qu'il y a effectivement un clic qui permet d'ouvrir la valve pour y avoir accès. Mais si jamais il y avait une erreur de procédure ou que les deux systèmes devaient être déconnectés, ça se referme automatiquement, évitant l'entrée d'air et de liquide. Je vais mettre en place comme ceci. Ensuite, je retire la protection de transport. Je vais alors percuter la bouteille et je vais utiliser le clan à roulette pour drainer. Donc ça, ce clan à roulette va vous permettre de réguler le flux, la vitesse à laquelle vous allez vouloir opérer le drainage. Sachant que c'est un système sous vide, l'idéal, vous pouvez le mettre au niveau du patient ou sur le niveau du patient, ça ne change rien. Autant sur les poches, il faut les mettre sous le niveau du patient, autant sur les kits comme ça sous vide, vous pouvez les mettre sur le niveau du patient. Ça marchera très bien aussi. Fin de la procédure, je referme mon clan. Je vais déconnecter, utiliser une de mes autres lingettes pour nettoyer l'extérieur du cathéter. Utiliser le bouchon qui vient avec le nouveau clan, comme ceci. Et je vais utiliser
la mousse fendue. Je vais remettre en place. Je fais un petit escargot. Ensuite, je mets la compresse pressée par-dessus et le Tecaderm. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà ce type de drainage avec des bouteilles. Alors, la technique est strictement la même avec les poches. Vous pouvez aussi utiliser des poches pour le drainage d'un périfixe. Dans ce cas-là, je vais effectivement ouvrir ma poche. À l'intérieur se situe ma poche périfixe et ma trousse que je vais carrément ouvrir. À l'intérieur se trouve le Tecaderm et mon Chantal que je vais pouvoir ouvrir. C'est l'exacte même composition du kit. Donc, je vais effectivement avoir les gants à l'intérieur que je vais mettre. Le deuxième gant que je vais mettre. Donc, je récupère ma poche, ma connectique, que je pose sur le côté du champ de table, comme ceci. Ensuite, j'ouvre mes lingettes alcoolisées. Voilà. Au niveau du cathéter, pareillement, j'enlève le Tecaderm. Je vérifie qu'il n'y ait pas de rougeur au niveau du site d'insertion. Et je vais pouvoir procéder au drainage. Donc là, je vais ouvrir mon capuchon de valve. Je vais nettoyer l'extérieur du cathéter, comme ceci. Et je vais venir y connecter ma poche. Donc, par contre, la poche, comme on va être en déclive, il va falloir le poser sur le niveau du patient. Donc là, je vais ouvrir le système de déclive et ça va remplir ma poche. Fin de la procédure. Je déconnecte, comme ceci. Je remets le bouchon qui vient avec le nouveau kit. Je rajoute la compresse fendue. Je fais un petit écouvillon comme ceci, un petit escargot comme ceci, pardon. Ma compresse fendue et mon Tecaderm qui était là. Je vais rajouter par-dessus. Voilà, comme ceci. Voilà pour la présentation des deux techniques de drainage. Passer aux questions-réponses, il y avait des choses à voir. Merci pour cette présentation.
Céline, si tu veux. Alors, si vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas répondu pendant ces interventions, vous avez encore la possibilité de nous les envoyer maintenant. Et si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, on reste encore connecté pendant quelques temps. Donc, les questions peuvent arriver sur le chat et on pourra vous répondre à distance si nécessaire. Des choses. Si, en cas d'arrachement du drain. En cas d'arrachement du drain. À quel niveau? Directement, enfin complet ou si vous voulez, vous pouvez lever la main si vous voulez poser des questions en direct par audio. Je pense que ça peut marcher aussi. Ah, il y a une levée de main. Permettre de parler. Allez-y, vous pouvez. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Ça m'est déjà arrivé à domicile d'avoir une patiente qui, en pleine nuit, a arraché son drain Pleurex. Sur le coup, du coup, il y avait un écoulement très important. Et la seule chose qu'on m'a demandé de faire, c'était un pansement occlusif. Et du coup, je me demande toujours quelle est l'urgence dans ce cas, en fait, si ça peut attendre, quels sont les risques dans l'immédiat. Du coup, il était sorti complètement ou il s'était coupé Le manchon était aux 3/4 sorti, ouais. D'accord. Parce que moi, ce que je dirais, la technique, c'est de clamper suivant les techniques d'urgence pour justement éviter qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer dans la cavité pleurale et après l'orienter sur notre unité de gestion des entrées imprévues le lendemain où nous, de toute façon, vous avez l'astreinte médicale, donc on vous dira ce qu'il faut faire, mais souvent, c'est l'orienter vers une équipe médicale pour qu'il y ait au moins un examen qui soit fait et qu'on puisse demander l'avis des chirurgiens. Après, il n'y a pas une urgence sur la nuit, sauf, bien évidemment, si le patient présente des symptômes inattendus, enfin pas inattendus, mais des symptômes type douleur thoracique aiguë, essoufflement, fièvre. Là, c'est une orientation il faut l'avis médical du médecin coordonnateur d'HAD qui vous orientera soit vers les urgences, soit dans le cadre du centre Léon-Bérard, sur le centre Léon-Bérard, soit vers une structure adaptée pour que le patient soit vu rapidement. S'il n'y a pas de signe clinique particulier, c'est mesure d'urgence, donc clampé et pansement occlusif, et on le voit le lendemain. Ok. Merci. Merci à vous. Donc, du coup, n'hésitez pas. Toujours si le webinaire sera mis en ligne sur le site. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? N'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous avez aussi, après, par la suite, vous voulez nous faire des retours sur le format webinaire, est-ce que ça vous a convenu ou pas, pour qu'on voit un peu comment améliorer les choses par la suite, avec notre organisatrice en chef. Voilà, n'hésitez pas, et pour les questions, et sur vos retours constructifs, positifs, négatifs, vos remarques. Et aussi, vous pouvez marquer des thèmes qui pourraient vous intéresser pour une prochaine fois. Donc voilà, on est à votre écoute et à votre disposition. Merci beaucoup à tous. Merci. On peut arrêter la vidéo et laisser la connexion. Bonne fin de journée à vous.